Moi, je suis frappé comment Mark Carney, aujourd'hui, est un leader bien plus autoritaire qu'on ne le dit. Alors, il n'a pas, évidemment, le côté grossier, grotesque de Donald Trump. Donc, on se dit, Carney, c'est un monsieur chic et élégant, il paraît bien, monsieur Choyney. Bon. Et là, Le banquier. c'est le bon banquier, c'est le bon maître anglais. Or, le fait est que, si on fait le parcours de Mark Carney sur 40 ans, c'est l'incarnation presque caricaturale des élites mondialistes post-1989. Donc, c'est gouverneur de banque centrale, la technostructure, tous les symboles d'une gouvernance qui ne tient plus compte des États-nations, des peuples, il porte ça. Il décide un jour de devenir premier ministre du Canada, une forme de point d'aboutissement de carrière. Bon, il faut passer par l'épreuve électorale, parce que c'est presque... Il en profite comment? En instrumentalisant le discours de Trump sur l'annexion, sur le mode « nous sommes désormais les seuls à pouvoir sauver le Canada ». Vu le fait que le Parti libéral du Canada est le parti naturel de gouvernement au Canada, qui contrôle le pouvoir même quand il est dans l'opposition, il y a un discours de conditionnement de la population tel que ça crée une frayeur et Carney en profite pour se faire élire. Et il ne réussit pas à avoir sa majorité. Que fait-il? Il achète finalement sa majorité, un député à la fois. Il a volé une majorité qui lui a été refusée par la population. Et à terme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une politique assez autoritaire, mais maquillée par les traits du gentleman pseudo-britannique. Et de ce point de vue, si on ajoute en plus la question québécoise là-dedans, j'ai l'impression que Carney regarde les Québécois comme les dirigeants britanniques regardaient les Irlandais en 1916, à la manière d'une forme de tribu bizarre à côté d'eux qui pourrait finir par se coucher, s'il vous plaît, on en a assez de vous entendre et vos jérémiades. Donc, on est au Canada, on a une forme de coup d'État doux, qui ne porte pas ce nom, mais qui est bien réel, avec Carney, qui est le point d'aboutissement par ailleurs de la structure de pouvoir remise en place en 82 par Trudeau. Et ça, mais puisqu'il ne s'exprime pas à la Donald Trump, on a l'impression qu'on a un doux démocrate à Ottawa, mais c'est une illusion. Ben voyons, il était au Centre Bell à la gang du Canadien, il y a 2 semaines. Il nous donne tous les gages pour donner l'impression qu'il est des nôtres. Et ça, faut quand même pas se laisser bluffer par ça. Mais ça me fascine à quel point une partie de la population s'est laissée bluffer par ça. Moi, 17% du temps, il parle notre langue. Hey, c'est quand même pas si pire. Puis je me rappelle, quand il a commencé, il s'est présenté, sa maîtrise du français était encore bien moins grande qu'aujourd'hui. Et là, on avait une collection de lèche-bottes dans l'espace public qui disaient « Non, c'est correct, son français, c'est pas grave, il parle très bien, très éloquent. » Donc, à un moment donné, le désir qu'a l'homme, quelquefois, de pratiquer des génuflexions devant le pouvoir est exceptionnel et infini. Mais ça, vu que tu parles de Carney, parce que tu as fait aussi un article sur la loi 21 qui est à la Cour suprême là, en ce moment, parce que tu dis que ça va à l'encontre de la démocratie québécoise. Oui, mais ça. 2007-2008, début de la crise des accommodements raisonnables, qui est presque l'écho de la censure de l'identité québécoise post-95, tellement on a paniqué sur les propos de Jacques Parizeau. Commence une séquence, donc on constate que le multiculturalisme disloque notre société, on constate que l'immigration massive génère des revendications nouvelles, souvent dans le langage du religieux, qui fait qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait collectivement devant ça? On tâtonne, on pense d'abord, le PQ pense à une citoyenneté québécoise. Finalement, la charte de la laïcité devient la charte des valeurs. Perd les élections de 2014. Ça revient ensuite avec le Legault en 2018 avec la charte de la laïcité. Il y a à peu près 12 ou 13 ans de débat public pour qu'on en arrive au terme d'un débat entre Québécois. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que notre mode d'encadrement de ces revendications ethno-religieuses qui se multiplient, ce sera la laïcité. Et là, au terme de ce débat, une fois qu'on a pris cette décision-là, après avoir débattu entre nous, maintenant, c'est Papa Ottawa qui va décider si on a le droit d'avoir pris cette décision-là pour nous-mêmes. Donc, et qu'Ottawa, imaginons qu'Ottawa n'ait rien à redire à la fin. Moi, ça demeure un problème parce que on accepte quand, premièrement, on a élaboré la loi en intégrant les interdits juridiques et idéologiques, surtout de la Constitution canadienne. Enfin, on la soumet à une autorité extérieure. Donc, la démocratie québécoise est toujours sous tutelle. Et ça, pour moi, cette tutelle, elle est absolument insoutenable, parce qu'on explique aux Québécois que leur démocratie n'est possible qu'à l'intérieur d'un cadre fixé par Ottawa qui nous dit ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, avec ces juges qui viendront ensuite surveiller nos copies pour voir si on a été de bons petits élèves canadiens. Donc ça, pour moi, oui, c'est un révélateur de la nature fondamentalement antidémocratique du Canada contemporain. C'est de la poudre aux yeux. Oui. Il nous dit qu'on est souverain dans nos champs de compétences, mais il s'agit juste qu'il soit amené en cours en Cour du suprême. Puis, 1982, c'est un changement de régime.
Donc, c'est la fin de la souveraineté populaire au Canada. Évidemment, on n'en a pas pris conscience tout à fait immédiatement, mais c'est un changement de régime. Et ce changement de régime, aujourd'hui, on en voit toutes les conséquences. La souveraineté populaire n'est plus respectée, la souveraineté parlementaire non plus. Récemment, quand la Cour suprême a obligé, selon des contorsions juridiques qui sont les siennes, l'accès, par exemple, au CPE, aux demandeurs d'asile, comme on dit, aux clandestins. Donc là, le Québec prend une décision. Son État-providence en fonction de ses capacités de payer, en fonction d'une certaine population, la population québécoise. Et là, on nous dit, vous n'avez pas le droit de limiter ça parce qu'au nom de je ne sais quelle contorsion juridique universelle, eh bien, vous devez soumettre votre État-providence au mouvement migratoire qui arrive chez vous. Ce qui, à terme, risque d'ailleurs de faire sauter l'État-providence, soit dit en passant. La Cour suprême, encore une fois, a une action antidémocratique. Mais comme d'habitude, j'aimerais dire, donc on n'est plus devant une Cour suprême classique qui assurait le respect des libertés, mais elle a un programme idéologique et elle nous l'impose sans gêne. J'en profite pour on a fait une petite pause vers le Canada, mais j'aimerais ça qu'on en retourne vers l'Europe, parce qu'une autre partie dans ton livre que je trouvais super intéressant, c'est le fait que tu parles de l'État qui se met de plus en plus à surveiller sa population. Ouais. Tu parles de reconnaissance faciale, fichage universel, abolir l'argent comptant. Mais ça, je pense que c'est une des questions parmi les plus importantes aujourd'hui, mais qu'on n'ose pas aborder parce qu'on a collé l'étiquette complotiste à ça. Le fait est qu'on vit dans un État, en Occident aujourd'hui, qui bascule dans une logique chinoise du crédit social et plus largement, qui entend au nom de la transparence connaître chacune de nos interactions pour pouvoir les encadrer et les flécher selon ce qu'on croit être les exigences du bien commun. Parce qu'en Chine, ils font ça. Donc, ça existe depuis un bout de temps. Ça part mal. Moi, la Chine est une grande civilisation, mais suivre les consignes du Parti communiste chinois ne font pas partie de mes objectifs de vie. Donc, quand on ramène ça en Europe, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, quand on nous dit l'euro numérique, quand on veut abolir l'argent comptant, on veut en finir avec ça. L'argument donné, c'est généralement pour lutter contre le narcotrafic, pour lutter contre... Ils ont tout le temps des bonnes raisons. Toujours, tout comme quand ils veulent contrôler les réseaux sociaux au nom de la lutte contre la pédocriminalité. La pédocriminalité est atroce, tout le monde le sait. Mais le fait est qu'au nom de ça, on va ensuite chercher à ficher numériquement absolument tout le monde, dans une forme de répertoire européen de l'identité numérique des uns des autres, où on peut être débranché, rebranché. Moi, je suis assez inquiet devant ça. Tout au détriment de la vie privée. Exactement. Et ça, il y a l'argument toujours qu'on entend sur la vie privée, notamment pour l'argent, par exemple. Ça va simplifier la vie à tout le monde, la fin de l'argent comptant. On dit, un instant, c'est pas que contre les narcotrafiquants, c'est la possibilité de ne pas soumettre tout ce qu'on fait au regard extérieur de Sauron. Bon. Alors là, l'argument qui nous est dit, c'est si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'aurez pas de problème. Et là, il faut répondre que l'État trouve toujours quelque chose à nous reprocher. Ben oui. Toujours. Et demain... excuse de te couper, mais il y a une phrase de Edward Snowden. Ouais. Il disait, tu sais, c'est ceux qui disent que si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. C'est comme dire que la liberté d'expression est pas utile parce que tu n'as rien à dire. Oui, c'est ça. Non, puis absolument d'accord. Et puis on le voit. Donc, l'État trouve toujours quelque chose à nous reprocher. Et là, imaginons demain, tout est fléché. Vous avez votre argent est purement numérique. Et là, vous avez dépensé votre quota d'argent disponible pour acheter de la viande ou pour faire des voyages ou pour vous déplacer, acheter de l'alcool, qu'en sais-je. Donc, moi, je vois venir une forme d'idéologie coercitive nouvelle qui a besoin pour se déployer d'une virtualisation intégrale de l'existence et la fin de l'existence matérielle, c'est-à-dire mon propre argent, ma possibilité d'avoir des interactions sans qu'il y ait un regard extérieur. De la même manière, la reconnaissance faciale ou la vidéosurveillance. Je comprends les raisons pratiques en certaines villes et certains lieux qui favorisent la vidéosurveillance. Genre dans le centre-ville. On n'est pas zouave. Ouais. La reconnaissance faciale, cette idée qu'il y a une forme de fichage généralisé des comportements pour s'assurer, encore une fois, on nous dit pour votre sécurité. Oui, ça, la surveillance universelle d'une forme d'État qui peut observer chacun de nos comportements. Puis la reconnaissance faciale fonctionne généralement sur le mode, si vous avez un geste non prévu, eh bien là, ça alerte les dispositifs de renseignement, en fait, les dispositifs de surveillance. Un geste non prévu, on appelle ça la liberté d'un être humain. C'est-à-dire, si on n'a que des gestes prévus, on appelle ça une fourmilière. Donc ça m'inquiète aussi. Quand l'Union européenne voulait, là, c'était reporté, mais ça reviendra, avec Chat Control. Chat Control, c'est au nom de la lutte contre, encore une fois, la pédocriminalité et le narcotrafic. Toutes vos conversations dans vos messageries privées, donc WhatsApp ou ainsi de suite, Messenger, sont cryptées. Avant même, donc... il y a un dispositif pour voir si le propos que vous envoyez n'est pas problématique du point de vue
des grands objectifs de l'État. Mes conversations privées sont privées, point final. Donc, j'ai compris que dans certaines circonstances, l'État peut demander un mandat pour observer certaines conversations après avoir établi que lui, c'est probablement un méchant. OK. C'est ça. Mais il faut des contre-pouvoirs à oui, ça. Et puis surtout, le principe de suspicion généralisée à l'endroit de la population me semble totalitaire. Donc, on est dans une séquence historique d'encadrement répressif des libertés, une séquence historique de suspicion généralisée, ajouter une période historique de puritanisme nouveau, un puritanisme qui s'exprime autrement, mais sur le mode de vous avez mangé trop de viande, bu trop d'alcool, mangé trop de fromage, vous avez pas dépensé trop d'argent pour, je sais pas, des bijoux, j'en sais rien, vous avez pris trop de voyages en avion, franchement, c'est dangereux. Donc, à travers ça, on trouve d'excellentes raisons chaque fois, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons. Mais à la fin, ce sont vos libertés qui régressent. Et les libertés qui régressent, ça va vite. Les libertés à reconquérir, ça prend du temps. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.